Mais tu sais, c'est mon grand frère qui m'a... Moi, ma mère, mon père non plus, d'ailleurs. J'ai jamais entendu parler de sexe, ni de ma mère, ni de mon père. J'étais au primaire en 5 6e année. Je savais même pas c'était quoi du sperme. Yeah. Il y a quelqu'un dans ma classe qui a utilisé ce mot-là, du sperme. Puis j'ai demandé, c'est quoi ça, du sperme? Puis il avait dit, c'est le liquide qui sort quand tu fais... Mais moi, je savais même pas de quoi il parlait quand tu faisais ça. Fait que, tu sais, j'ai fait, ouais, mais ça, c'est quoi, ça? Moi, je pensais qu'il shakeait une canne. Qu'il shakeait une bonbonne d'aérosol, là, tu sais. Allô, bienvenue à C'est qui ta mère? Or like I like to call it, Who's your mommy? Je suis... je suis une humoriste, je m'appelle Rachel Élie, je suis une mère sans honte et je fais un podcast avec mon fils Dante, mon fils trop sage, très sage. Il est un rap artist et on est tellement heureuse de partager cette ouverture avec des invités à chaque semaine. On vient juste de commencer ce podcast, alors si tu veux nous donner un peu d'amour, va sur Patreon, subscribe, on est sur toutes les plateformes audio, on est sur YouTube. Check us out. Tellement heureuse de faire ce podcast avec Dante. Et here we are. Mm-hmm. Yes. Une chose que j'ai réalisée, j'ai demandé à tous nos invités, est-ce que tu veux pain aux bananes, au chocolat, gâteau, citron, amande ou des biscuits chocolat, avoine, canneberge. Canneberge. I hate that word. Et tout le monde choisit pain à banane. Je pense que je devrais dire, est-ce que tu veux pain à banane, gâteau citron ou biscuit? Mais pas spécifier c'est quoi le biscuit? Non, parce que je pense que quand je dis pain, banane, chocolat, les gens sont tout de suite yes. Mm. Mais mon gâteau au citron est très, très bon. Right? Tu l'as déjà goûté? Ils sont tout bons. Yes. Mais moi, j'aime pas tant c'est avoine. Avoine. On dirait avec les biscuits, ça doit être comme sans les fruits. Mais tu as déjà mangé mes biscuits, right? De avoine, chocolat, canneberge. Oui, parce que t'es And you like those? Yeah. Oh, I don't believe you. You don't really like them. Tout ce que tu fais, j'aime. Parce que c'est fait avec l'amour. Oh, yeah, c'est vrai. OK. Alors, Dante, tu as un pensée de semaine à partager? Oui, j'ai pensé à propos de la processus créatif comme pour des différents artistes. Et à least pour moi, comme musicien, comme rappeur, je trouve que j'ai vraiment de la misère à comme, me forcer de comme, écrire une chanson. Comme je trouve que j'ai vraiment besoin de comme, être dans un moment d'inspiration, comme je vois quelque chose, ou j'entends un beat en particulier, ou je parle à quelqu'un et quelque chose m'inspire, mais je trouve que je ne peux pas me mettre dans mon zone de créativité sans avoir comme quelque chose qui crée ça. Alors, ce que je pensais, je me demande si avec les humoristes et avec ton processus créatif, je sais que tu écris beaucoup, est-ce que tu as toujours besoin de comme un moment d'inspiration, ou est-ce que c'est plus comme tu te forces de créer, ou est-ce que c'est comme plus la créativité qui te guide? Well, juste avant d'avancer avec ça, premièrement, ça fait, 1 an et demi que tu fais du rap? Oui. Et tu as publié combien de chansons sur Spotify? 32. OK. T'as pas vraiment un problème avec créativité. Non, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas même faire chacun de ces chansons, je me suis jamais comme forcé de faire ça. Ça, c'est ce que je me demande. Même si j'ai écrit... Oh, c'était juste inspiration venue à toi et t'étais comme, OK, je vais le faire. Ben maintenant, j'ai écrit 50 chansons dans ma vie. Chacun de ces chansons, c'était jamais forcé. C'était juste, à un moment donné, randomly, durant ma journée, durant ma soirée, que j'étais juste inspiré. Alors, ce que je me demandais, si c'est la même pour humour, que t'es inspiré et tu écris, ou c'est plus que tu juste écris quand t'as le temps? Well, quand j'ai fait le switch de anglais en français, j'ai devenu un différent humoriste parce qu'il y a tellement beaucoup de personnes qui vont à l'école d'humour ici, et j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui vont aller à l'école, et ça semble que les humoristes au Québec, celles que j'ai rencontrées et j'ai parlé de leur processus, beaucoup prennent 2 heures par jour, travaillent, écrivent, sont à l'ordinateur. Moi, je n'étais jamais ça. En anglais, j'étais toujours comme j'ai une idée, j'écris sur un morceau de papier, je sors le soir,
je fais des blagues. Mon processus était toujours regarder le vidéo que j'ai fait des notes, et après voir, OK, pas de rire là, alors change ce blague, et après le soir, retourne. C'était vidéo, regarde. Mais j'ai devenu un peu plus, ça fait 2 ans maintenant que je travaille plus comme 2 heures par jour, écrire. No matter what. Mais je pense que c'est trop maintenant. Je pense que je dois retourner à quelque chose plus debout, pas ordinateur. Maintenant, j'ai mon 1 heure de rodage dans un script. Alors, je sens que je suis prêt à sortir de l'ordinateur et juste comme être dans mon appartement avec un microphone fake et juste faire, comme quand je trouve quand je préparais pour mes premières parties, je pratiquais sur mes pieds 12 minutes et comme ça, c'était fort, mais je dois sortir un peu de ma tête. Je suis un peu trop dans ma tête. J'ai aimé ce processus de 2 heures par jour, vraiment avoir un schedule. Mais, si tu me demandes cette question, je pense qu'on doit présenter notre invité parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il va penser. Mais de façon que je connais cet humoriste, c'est parce que je pense que je l'ai rencontré au début à Le Bordel et on a devenu, amis. Et j'ai fait quelque chose un peu bold. J'ai écrit et j'ai dit, « Hey, si jamais tu as besoin d'une première partie, by the way, I'm here. » Et il a dit oui. Et j'ai eu une grande honneur de faire son première partie. On a même allé friggin' somewhere, ensemble, trop loin. Côte-Nord. On est très heureuse de présenter notre invité, Laurent Paquin. Allô? Hello! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. J'espérais que vous alliez me relancer sur votre discussion parce que je trouve ça super intéressant, le processus créatif. Moi, quand j'ai mes premières années de carrière, j'attendais l'inspiration avant d'écrire. J'attendais d'avoir une idée, puis là, je m'assoyais, puis je la notais. Puis des fois, quand j'animais un gala, puis que le gala arrivait, on était à 2-3 semaines du gala, puis là, mon gérant m'appelait, puis là, il disait « Là, Laurent, ça va pas, là, notre numéro, il est pas fini d'écrire, là, on n'est pas prêt. » Puis je me disais tout le temps « Non, à un moment donné, je vais avoir une idée. » Puis là, un après-midi, j'avais un flash. Puis là, je m'assoyais, puis je finissais le numéro, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir la chienne de pas avoir ça, l'inspiration. Tu sais, je me dis, hey, d'un coup que l'inspiration vient pas, je suis dans la marde. Puis là, j'ai fait, faudrait que je me botte le cul un peu, faudrait que je me force un peu plus. Puis j'avais entendu Martin Cloutier, moi, il m'avait dit, lui, que, je sais pas s'il le fait maintenant encore, mais il disait, tous les jours, il s'obligeait à écrire un peu. Puis là, j'ai fait, ouais, je vais commencer à faire ça. Puis j'avais commencé à me développer une routine, moi. C'est ça qui m'a aidé à forcer le processus créatif, là. Tu sais, de pas attendre l'inspiration. C'est que ce que je faisais, le matin, j'allais mener mon fils à l'école, mettons. Puis au lieu de revenir chez nous, je m'en allais dans un café, un resto de déjeuner pas loin de chez nous, avec mon laptop. Puis j'écrivais jusqu'à temps que j'avais plus de batterie dans mon laptop ou jusqu'à temps que je sois écœuré. ou si j'avais un meeting après, puis j'arrêtais, mais tu sais, je m'obligeais à écrire à chaque jour que j'étais pas occupé ailleurs, là, évidemment, là, tu sais, mais presque tous les matins, j'arrivais au restaurant avec mon laptop. Et t'avais quel âge à 7 ans? Ça doit faire 10-12 ans de ça. OK. Puis j'ai écrit mes derniers shows comme ça. Moi, je les ai quasiment tous écrits au même café. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'en me créant une habitude d'écriture, je vais amener mon fils, je m'en vais au restaurant, je commande un café. Je faisais ça tous les jours. Fait qu'à un moment donné, tu te commandes ton café, puis déjà, ton cerveau est déjà en mode de travail parce que tu t'es conditionné à faire ça tous les jours. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ça devient une habitude. Fait que j'ai écrit beaucoup comme ça. Puis j'ai réalisé que quand on écrit, même si t'as une page de mauvais gags, là, à un moment donné, il y a un bon gag. Puis le lendemain, ben il y en a un autre bon gag. Puis tu sais, au bout d'une semaine, t'as peut-être un numéro d'écrit, là, si t'as bien travaillé. Puis les matins où j'étais vraiment pas inspiré, ce que je faisais, c'est que je lisais mon texte, puis je faisais du ménage. Je corrigeais les fautes d'orthographe. Je changeais le wording d'un gag parce que je le dis plus de même. Fait que là, je l'effaçais, je le réécrivais, puis je faisais du ménage. Je dis, OK, ce gag-là, je le mets ici maintenant. Puis, fait que j'avais pas d'inspiration, mais je travaillais pareil sur mes textes. Puis maintenant, je fais ça tout le temps. Quand j'écris un show, je m'oblige à écrire. J'attends plus l'inspiration. J'en ai encore de l'inspiration des fois, puis il faut le noter. Moi, j'ai mon iPhone,
J'ai un carnet de notes, un stylo. Là, à cette heure, ce que je fais souvent, il y a une application notes là-dessus, là. J'ai plein de... Ça, c'est beaucoup des notes, des gags, des idées, des sujets que je trouve intéressants. Fait que je les note là, de temps en temps. Je retourne dans mon iPhone, puis là, après ça, OK, là j'écris. Ouais. Well, dans mon opinion, parce que je connais beaucoup de personnes que je sais ils sont des artistes et qu'ils sont créatifs, mais il dit comme j'attends pour l'inspiration, mais je pense que attendre pour l'inspiration, des fois, tu vas attendre pour 3 semaines, 5 semaines. Je pense que cette routine que tu parles de, moi, j'ai commencé ça aussi. La bonne chose est que quand tu fais, peut-être tu fais 2 heures et tu n'es pas inspiré, mais tu écris. Peut-être 2 heures plus tard, tu marches et soudainement, l'idée que tu travaillais, qui était juste whatever, ça vient quand tu cours ou tu fais l'épicerie ou whatever. Je trouve c'est un peu dangereux de ne pas avoir une routine parce que l'inspiration, on ne sait jamais quand ça va venir. Et comme tu as dit, soudainement, tu es comme, OK, il n'y a pas d'inspiration et j'ai 2 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Mais si tu as une routine, ça va arriver. L'inspiration venait toujours à un moment donné. Puis, tu sais, le deadline, il y a un sentiment d'urgence, puis là, ton cerveau trouve des idées des fois, mais à un moment donné, je voulais pas fonctionner juste avec l'urgence parce que je me disais, ça va être infernal. Mais toi, je serais curieux de savoir ta relation. Toi, tu dis que tu attends d'avoir l'inspiration, mais tu en as tout le temps de toute façon, finalement. Oui, je dirais que ça arrive beaucoup, mais je pense que c'est parce que toutes mes chansons, je les écris à propos de mes émotions ou comme les émotions que je vis. Et j'ai quand même... Je sens beaucoup d'émotions tout le temps. Quand je sens que je suis un peu un roller coaster. Comme Amel dit, je suis un hot mess d'émotions. OK. Mais je pense des fois à ce que vous parlez. Et il y a la théorie de 10 000 heures, de comme si tu mets 10 000 heures dans n'importe quoi, tu vas devenir un maître. Il y avait un gars qui faisait il voulait tester ça, il a commencé à faire de la poésie. Il n'a jamais écrit la poésie. Pour 10 000 heures, c'est comme, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça. Il a juste écrit de la poésie. Il est devenu un poète publié, il est devenu un expert. Mais je trouve que, at least pour moi, j'essaie de comme... Je fais la même chose que vous, mais je crée comme plus un environnement qui va me rendre émotionnel. Je m'en vais au chalet, je marche dans les bois, je pense à quelque chose triste ou je suis dans... Des fois, je suis juste dans une situation triste. Mais je trouve que j'ai plus la misère à me forcer d'écrire parce que c'est moins des scénarios, peut-être comme avec des gags, et c'est plus comme une émotion vraie et profonde. Et je trouve que comme... I'd be lying to myself si j'écrivais une chanson quand j'étais pas dans la mentalité de ce que j'écris. Je dois être triste quand j'écris une chanson triste. Je dois être fâché quand j'écris une chanson fâchée. Et des fois, je peux même me forcer d'être fâché ou d'être triste. Mais ça me fait penser à un gars que je connaissais qui était marié à un songwriter, singer-songwriter. Et ils ont divorcé. Et il was like, never again! Parce qu'il a dit, il chicanait, mais il savait toujours dans sa tête... Elle était comme, ça va être une bonne chanson. Parce qu'elle travaillait quand il y avait de la drame dans leur relation, right? Elle avait, une nouvelle chanson parce qu'il est en crise avec moi, ou whatever. So, c'est différent que l'humour, you know. Je pense que... Ben, c'est différent aussi. Je pense qu'une chanson, tu sais, des chansons comme Yesterday, des Beatles, qui a été écrite en 20 minutes, là, quelque chose de même. Tu peux avoir un éclair de génie... puis ça devient une chanson, puis ça prend 15 minutes à l'écrire. Alors qu'en humour, ça prend un Christy de bon flash pour dire « Hey, j'ai un flash, je l'écris, puis c'est bon. Puis j'ai un number de 10 minutes, là. C'est rare. Moi, ça m'est jamais arrivé, là. J'ai eu un flash une fois pour un numéro, mais c'était pas du stand-up. C'était comme un exercice de style avec je faisais 2 personnages qui s'envoyaient chier, mais dans un français... soutenu, là, tu sais, au lieu de dire de manger de la marde, il disait j'invite mon collègue à se sustenter de mes défécations, tu vois. Fait que, tu sais, quand j'ai eu trouvé le fil du numéro, il restait juste à l'écrire, puis c'était facile. Mais du stand-up, pour moi, ça arrive pas souvent, quelque chose, là, vraiment, là, d'une shot, là, hey, c'est tout bon, là, ça m'est jamais arrivé, je pense. Alors qu'en chanson, j'ai l'impression, tu trouves une bonne rime, tu as un bon refrain, tu dis « Ah, je sais que je vais dire ça », puis ça, l'image est forte. Puis j'ai l'impression que les mots viennent facilement, tu sais. Oui, et on a aussi moins de... At least, moi, j'ai moins de deadline, comme on dirait que vous avez des gigs à faire, des shows. Mais pour moi, c'est comme, on dirait, j'ai pas vraiment comme
un but nécessairement. Je me suis jamais dit je veux être un rappeur vedette. Je veux juste créer de la musique. Alors on dirait avoir at least dans 7 points dans ma vie, ça peut être changé plus tard, mais dans 7 moments, je me suis dit comme je vais juste créer de la musique. Oui, je veux comme mettre un album cette année, mais j'essaie d'être comme pas fort sur moi-même avec mes deadlines d'art parce que ça me laisse comme avoir la flexibilité de dire comme oh, j'ai écrit 6 lignes de cette chanson, mais je suis pas inspiré, je vais y retourner à ça dans 6 mois. Et c'est correct de faire ça. Mais je sais que c'est pas toujours la même comme si j'avais beaucoup de shows de rap que je faisais, si j'étais plus focusé sur faire des gigs, je pense que j'aurais plus de pression sur moi-même de comme créer. Ouais. Mais aussi, c'est bien de laisser les affaires de côté. Hein. Même en humour, des fois, on a un flash. Il y a des affaires que je me dis, ça sera peut-être jamais un numéro, puis, mais au moins je l'ai noté. Parce que ça serait bête que plus tard, je me dise... Ah merde, c'était quoi déjà l'idée que j'ai eue? Tu sais, il me semble que je pourrais... Tu sais, j'haïs ne pas me rappeler d'une affaire que j'ai pensée. C'est pour ça que je suis obsédé par il faut que je note tout. Moi, des fois, le soir, je m'endormais, je me couchais, puis là, je pensais à un gag. Puis là, je me disais, demain matin, je vais m'en rappeler. Il faut que je m'en rappelle. Demain matin, je vais m'en rappeler. Je m'en rappelais jamais. On regarde le livre de Seinfeld, right? Is this anything? Ça, c'est notre job, right? Est-ce que c'est quelque chose? Des fois, on ne sait jamais. Tu écris sur un morceau de papier, est-ce que ça va être un number? Est-ce que ça va être une blague? On ne sait jamais. On l'écrit, une ligne, une idée, et on ne sait jamais. Même, je pensais, on parlait des blagues, tu vas avoir une vasectomie et soudainement, tu es comme, OK, peut-être j'ai un nouveau 12 minutes, mais c'est rare que, tu as une expérience où tu dis, OK, ça, je vais en Mexique avec ma famille, je vais avoir un number après ça. C'est généralement par hasard que quelque chose arrive et comme quand tu coulé ton test de conduite, je savais pas dans le moment, mais après, j'étais comme, OK, je pense qu'il y a quelque chose ici, right? Parce que je veux vraiment appeler mon fils un loser dans ce moment, Ouais. So I was like, c'était marquant. Mais en parlant dans tes enfances un petit peu, toi, et je veux pas toujours être direct avec nos invités, avec mommy issues, daddy issues, mais je sais que tu as pas d'honte et tu es ouverte. Quand tu penses à ton enfance, est-ce que tu avais des choses avec un parent, l'autre parent? Quelle sorte d'enfance est-ce que tu as eu? C'était assez facile? Non. Give us est-ce que tu as mommy issues, daddy issues? Je le sais pas. Mon père est mort quand j'avais 21 ans, donc ça fait déjà longtemps. Il avait 49 ans quand c'est arrivé. Ma mère est morte l'année passée. Moi, j'ai été élevé d'une famille bien traditionnelle, mais avec des parents un peu vieille mentalité pour l'éducation. Là. Chez nous, c'était châtiment corporel, tu sais. Les claques. Ma mère, elle utilisait la cuillère en bois. Oh, a wooden spoon. Ouais, wooden spoon. Sur les fesses ou sur les mains? Sur les fesses. Les cuisses, les fesses. Des fois, c'était un peu n'importe comment, là, mais en général, c'était sur les cuisses puis sur les fesses. Fait que, tu sais, j'ai eu une éducation particulière. Ma mère est décédée aujourd'hui, fait que là, je suis à me demander qu'est-ce que je vais écrire là-dessus en humour, parce que je suis en train de penser à mon prochain show, tranquillement. Puis je me dis, il me semble que je peux pas ne pas parler de ma mère. Je voulais pas parler d'elle avant, parce que je me disais, je veux pas y faire de la peine. T'sais? Puis là, maintenant qu'elle est décédée, je me dis, je peux en parler, mais en même temps, je trouve ça chiant, parce que je me dis, elle n'est pas là pour se défendre. Fait que je sais pas trop quoi dire, comment je vais faire ça. Mais ce sujet est intéressant aussi c'est parce bon que sujet. Mais j'ai seulement commencé à parler de sexe après que mon père est décédé parce qu'il était tellement strict et avait des attentes que je suis plus comme Seinfeld. Ouais. Seinfeld. Et je joke de ça aussi parce que même il était un vrai fan de Bill Cosby because he was clean. Mais c'est intéressant parce que clean, quand... sont pas toujours les plus recommandables. Mais c'est ça. Je voulais pas faire de la peine à ma mère, mais j'ai quand même un peu abordé le sujet dans des galas ou dans... Tu sais, l'année passée à Comédia, ça s'appelait encore Comédia. Je dis, moi, je fais partie de la génération qui avait peur de ses parents. Moi, j'avais peur de mes parents. Là. Aujourd'hui, un enfant qui a peur de ses parents, là, c'est parce qu'il y a un problème. Là. Moi,
Je disais, si aujourd'hui, si ton enfant a peur de toi, c'est parce que tu es un parent violent. À l'époque, tu étais juste un parent. Ouais. Tu n'avais pas besoin d'ajouter violent, c'était déjà inclus dans le... Fait que j'ai quand même un peu parlé de ça, que chez nous, on était élevés comme ça, des claques, mais je suis pas allé plus en profondeur dans le sujet. Je l'ai mentionné pour en faire des blagues. Là. C'était quand même relativement léger. Mais là, j'ai comme envie d'aller plus loin, mais jusqu'où je peux aller plus loin sans devenir trop deep. Parce que c'est malaisant, tu sais. Moi, j'avais écrit des blagues sur ma mère dans un show précédent. Je travaillais avec Sylvain Larocque puis Simon Cohen. Puis je leur avais lu des affaires sur ma mère. Puis moi, je riais parce que aujourd'hui, j'en ris, tu sais. Puis eux autres, ils me regardaient comme ça, puis... Ah, c'est triste. J'ai fait... Ah ouais, vous trouvez que c'est triste? Ah ouais, peut-être c'est pas drôle. Est-ce que tu avais une ouverture avec ta mère? Non. Comme après de parler de « Hey, mom, c'était un peu trop quand t'as fait ça. » Ma mère, en vieillissant, a pris conscience qu'elle était trop impatiente, trop colérique. Tu sais, elle nous a déjà... Moi, elle m'a déjà dit des affaires comme je le sais que j'ai pas toujours été une bonne mère, puis mais je vous aimais pareil, puis tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, les choses se sont bien placées, mais ma mère était une personnalité très particulière. Ma mère était très sévère quand j'étais petit, puis elle est devenue très, 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 très religieuse par après. Au secondaire, quand j'étais en secondaire 2, 3, là, elle avait commencé à devenir très, très religieuse. Mais pas juste religieuse dans le sens de « je crois en Dieu puis je vais à l'église ». Là, c'était religieuse dans le sens de « je me réunis avec des gens puis on prie parce que la fin du monde s'en vient ». Oh! Puis ça priait, puis ça priait. Puis ma mère avait une vie... Moi, je crois pas en Dieu, mais quand je croyais en Dieu, j'ai déjà cru en Dieu. Moi, dans ma tête, Dieu, c'était quelqu'un qui était aimant, qui pardonnait. Puis moi, je me rappelle du film de Jésus de Nazareth. Puis pour moi, Jésus, c'était un peace, là, tu sais, qui aimait tout le monde, qui allait voir les prostituées, puis qui était fin, puis qui disait, il faut pardonner, tu sais. Mais je pense que ma mère était bloquée dans l'Ancien Testament d'un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, un Dieu qui va t'envoyer brûler pour l'éternité si tu te masturbes. Tu sais, tu vois le genre, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ma mère j'ai jamais été très proche. Parce que quand j'étais petit, j'avais peur d'elle. Plus vieux, adolescent, ben on se détache de nos parents, tu sais. Puis quand on devient adulte, ben là, ma mère était devenue un peu coupée du reste, tu sais, de la famille parce que c'était dur d'aller chez eux parce qu'on évitait tous les sujets possibles parce que elle était impliquée aussi. Politiquement, elle était très, 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 très à droite religieuse, tu sais. Elle était pro-Trump. Elle croyait les théories de QAnon. Tu sais, toutes les affaires que nous, on se dit que ça n'a pas de bon sens, là. Yeah. Ben, ma mère, elle croyait ça. Fait que si tu vas chez quelqu'un, puis là, on évitait plein de sujets. Parce qu'on se disait, là, si on parle de ça, elle va nous amener sur un sujet, puis là, on va regretter d'avoir abordé. Tu sais, fait qu'on restait dans les sujets les plus neutres, parler des souvenirs qu'on avait en commun, tu sais, quand on était jeune, puis qu'on habitait en campagne, puis parler de bouffe, puis parler de la famille. Tu sais, on restait dans des sujets où il n'y aurait pas de tension, tu sais. Parce que là, tu sais, si on disait... mettons, je nomme Hillary Clinton, puis là, ma mère, elle me dit, tu sais, que c'est une meurtrière, puis que, tu sais, puis là, je fais, ah, ouais, OK, on va changer de sujet, on va parler d'autres choses. Fait que je réussissais à garder un lien avec ma mère, mais des fois, j'étais des grands bouts à pas y parler. Puis un peu avant qu'elle meure, j'avais recommencé à y écrire, puis on s'était écrit, elle m'avait écrit qu'elle s'ennuyait de moi, j'y ai répondu, j'ai envoyé une photo de la famille avec les enfants pour qu'elle voie comment les enfants avaient grandi. Puis après ça, on s'est souhaité bonne année. Puis là, sa fête s'en venait. Elle allait avoir 80 ans. Fait que j'y ai souhaité bonne fête. J'y ai souhaité de la santé.
Puis elle me répondait merci pour tes beaux souhaits. Puis tu sais, fait qu'on a fini ça sur une bonne note. Ce qu'elle nous avait juste pas dit à l'époque, c'est qu'elle était déjà ultra malade. Puis elle est morte pas longtemps après ça. Là, mais elle avait. Les gens sont-tu bien deep dans votre podcast? Oh, yeah, non, Le dernier 100%. qu'on a juste fait était super bien. Absolument. Ouais. Et elle Ouais, habitait ouais. où? Elle habitait à Melbourne, dans les cantons de l'Est. Un petit village près de Richmond. Après la mort de mon père, elle s'était remariée avec un monsieur qui s'appelle André, un monsieur très gentil, tu sais. Et puis, bref, c'est ça. Fait que ma mère, quand elle est décédée, ma mère croyait pas dans la médecine non plus. Oh, wow. Fait que, tu sais, quand elle était ultra malade, elle rentrait à l'hôpital pareil, là. Mais à l'hôpital, ils disaient, on soupçonne un cancer, peut-être, mettons, du côlon. Puis là, nous, on ne le savait pas, ça. Mais on l'a vu après son décès. On a vu son dossier médical. Puis là, c'était écrit, on suspecte un cancer du côlon. Puis là, au bout de la ligne, c'était marqué refus d'investigation. Oh, wow. Puis là, ma mère qui signait. Une autre affaire, cancer de quelque chose, refus d'investiguer. Puis, fait que, puis ma mère avait eu la COVID. Puis ça a scrappé ses poumons. Puis après ça, elle s'est fait diagnostiquer des métastases au foie. Puis c'est là que j'ai su qu'elle était très malade. Elle m'avait appelé pour me dire ta mère, elle n'a plus pour longtemps. Là. J'ai des métastases au foie, puis je veux pas faire de chimio. Ça m'intéresse pas. Je vais pas faire de traitement. Fait que elle était condamnée. Dans sa tête, c'était déjà réglé. Yeah. Mais elle n'était pas supposée mourir vite de même parce que les métastases au foie, nous, on n'était pas au courant des autres bobos, tu sais. On se disait, c'est OK, des métastases. Elle a encore un beau teint. Tu sais, les gens qui ont un cancer du foie, ils deviennent jaunes. Yeah. Ils ont la peau jaune, tu sais, ils deviennent à cause de le foie fait plus son travail, tu sais. Mais elle avait encore un beau teint. Fait qu'on s'est dit, on en a pour une couple de mois encore. Puis finalement, je suis parti en Floride, j'avais des shows là-bas. Puis, le lendemain de mon arrivée en Floride, je reçois un message sur mon répondeur. Moi, votre mère est en train est dans ses derniers moments, là. Si vous voulez venir la voir, ce serait là. Oh, wow. Parce qu'elle vit ses dernières heures. Je suis en Floride. Même si j'avais pris l'avion, puis, tu sais, fait que je suis resté, j'ai fait mes vacances en Floride avec ma famille. Puis je suis revenu après, puis les funérailles ont eu lieu un peu après, là, tu sais, mais... Et c'était quand? C'est très récent? C'est récent, c'était en mars, pas cette année, l'année passée. Okay. Ça a été une drôle de voyage, mais j'étais quand même content d'avoir fini ma relation avec ma mère sur une note positive, tu sais. Quand on a recommencé à se parler, ça faisait sûrement 3 ans qu'on ne s'était pas parlé. Well, des fois, c'est important de ne pas parler à un parent et d'avoir comme... Est-ce que tu avais Il faut pas s'obliger, Tu avais coupé parce que c'était, comme tu as dit, des fois trop inconfortable parce qu'elle était comme dans une autre zone. Elle était dans une autre zone, mais on n'était pas confortable, mais aussi ma mère était quelqu'un de très... qui jugeait beaucoup, qui avait qui n'était pas toujours gentil, qui était très dur, tu sais... Ma mère a perdu contact avec tous ses enfants, sauf un, là, qui l'appelait encore, là, tu sais. Les autres, il y en a qui sont pas venus aux funérailles non plus. Oh, wow. Et combien d'enfants dans ta famille? Moi, j'ai 3 frères. On est 4 gars, puis j'ai une sœur. Ma sœur n'est pas venue aux funérailles. J'ai 2 de mes frères qui sont... mes 3 frères. Non, j'ai 2 de mes frères qui sont pas venus aux funérailles. Tu sais, ça donne une idée, là, tu sais, des gens qui ont fait non, je voulais plus la voir, là, tu sais, j'irais pas la revoir à ses funérailles, là. Puis moi, j'ai voulu la voir aux funérailles parce que ma relation avec elle était pas aussi dure que tu sais, mes frères puis ma sœur, on n'a pas eu exactement la même relation avec elle. Moi, ma relation avec ma mère était probablement un peu plus positive. Fait que j'ai fait, je vais y aller, ne serait-ce que pour pas regretter. Pour me dire plus tard, j'aurais peut-être dû y aller, tu sais. Fait que je suis allé, j'ai pleuré, puis ça a fermé le livre. Puis je considère que le livre s'est fermé sur une dernière page qui était quand même positive, tu sais, malgré tout. Oh, je pense avec des funérailles aussi, quand tu vois la personne, c'est une façon de savoir dans ta tête qu'ils sont morts. Des fois, si tu vas pas aux funérailles,
et tu les vois pas encore. Tu vas, dans ta tête, tu vas dire, oh, je vais l'appeler. Ouais. C'est quelque chose qui est tellement important. Mais Ouais. en parlant de ta mère, et on veut rentrer juste un petit peu dans ton enfance, j'avais demandé si tu avais une histoire marquante ou gênante de ton enfance que tu étais confortable à partager avec nous. On va prendre une bouchée de gâteau. Vas-y! Je suis sûr que personne mange Oh, il y a quand ils viennent. Well, no. Parce que tout le monde est gêné de parler en mangeant. I know, but moi, je pense que c'est fun. Quand tu vois des films, il y a like Babette's Feast, je sais pas si tu as vu ce film. J'ai pas vu, mais le festin de Babette. Il y a des films où il y a des centres. Le centre du film, c'est les personnes qui mangent. Mais tout le monde dit que c'est impoli de parler avec nourriture dans ta bouche. Alors, c'est Ouais. difficile à savoir qu'est-ce que tu Là, tu vas sais pas si faire. c'est un morceau de chocolat dans les dents. Exact. Ou peut-être... Fait que tu parles de même. Est-ce que tu avais une question pour nous deux? Peut-être... Ben- si tu demandes ça, tu peux manger pour un moment quand on répond ça. On va pas garder celui-là pour le. Oh, pour le fin? OK, Je pense qu'on whichever. regarde. Et qu'est-ce que tu veux faire? Demander une question ou répondre une question? Un souvenir gênant, je le sais pas. Les souvenirs que j'ai de mon enfance, moi, j'ai grandi en campagne. Fait que mes souvenirs, c'est des souvenirs de jeux, de jouer dehors, mais ou de me sauver un peu de la maison. Pour pas être avec ma mère. Fait que, tu sais, j'avais peur de ma mère. J'ai une anecdote qui est plus touchante que... Quand j'étais petit, moi, je jouais au hockey. Puis mon père était mon coach de hockey. Et puis, j'avais fait un numéro avec ça dans un de mes plus vieux shows, mais mon père me coachait au hockey mineur. J'avais 8, 9, 10 ans, je sais pas trop. Puis j'avais compté un but. Puis... sur un lancer de punition. Puis il y avait quelqu'un qui avait pris une photo de moi après le lancer de punition. Je suis comme ça, je reviens avec le bâton dans les airs de même. Puis quand mon père est mort, genre 10, 12 ans plus tard, on a retrouvé dans ses affaires la photo de moi, comme ça. Puis dans sa mallette, c'était la petite mallette qu'il prenait pour aller travailler, tu sais. Fait qu'il y avait ses papiers mon père travaillait dans la caisse populaire. Fait qu'il y avait ses papiers, il y avait sa calculatrice. Puis dans la petite pochette, ici, il y avait la photo de moi comme ça, avec mon bâton dans les airs. Fait que ça, mais c'est pas un souvenir gênant. Hey, souvenir gênant. Mais c'est marquant. C'est des souvenirs marquants. Ça. Je sais pas à quel point c'est gênant, mais je trouve ça très drôle de me rappeler. Hey, on tuait nos poules. On se faisait à manger avec des poules qu'on avait tuées la veille. Tu sais, Puis là, je dis, oh mon Dieu, aujourd'hui, je serais jamais capable. J'ai moi-même tué avec une hache. Tu sais, on avait une grosse bûche en avant de la grange, puis là, quand c'était le temps de faire du poulet, on pognait une des poules, on lui chopait la tête. Est-ce qu'il courait sans tête comme Oui, ça part, là, puis ça s'en va, là, puis là, tu cours après, évidemment, là, tu sais. Mais quand t'es enfant, c'est cool, ça. Ouais. C'est juste hot. C'est bien cool. En tout cas, c'est fascinant. C'est comme une curiosité morbide. Ouais, une petite curiosité morbide, exactement. Ouais. Puis après ça, on trempait la poule dans l'eau bouillante pour enlever ses plumes. Puis moi, là, c'est pas moi qui faisais ça, là, mais ce que je trouvais le plus creep, c'est quand la poule était vidée, on coupait les pattes, ma mère coupait les pattes. Puis on jouait avec la patte de poule. Tu sais, la patte de poule, ça a 3 doigts. Puis là, moi, c'est ça, hein, c'est 3 doigts, 2... en tout cas. Puis là, la patte était coupée. Puis là, nous autres, on s'amusait à tirer sur les petits nerfs pour faire plier un doigt. Fait que... Wow. Hey, sinon, souvenir gênant de mon enfance, j'ai... Avec mon frère, moi et 2 petites filles, on s'était montré nos bisounes dans la grange. Et qui était la personne qui a géré ça? C'était l'idée de qui? Je pense que c'est les 2 plus vieux, mon grand frère, parce que il y avait l'autre fille avait à peu près le même âge que mon grand frère. Moi, je me posais pas encore de questions. Moi, je devais être en 2e année primaire, 2, 3e. Maximum. Fait que tu n'as pas de pensée sexuelle à l'époque, tu sais. Fait que je pense que c'est mon grand frère qui avait initié ça, là, tu sais. Je vais te montrer, moi, si tu me montres toi, puis là... Fait que là, on est les 4 dans la grange comme ça, les culottes aux chevilles. Puis, je pense que ça a pas mal été juste ça. On n'a rien fait, tu sais. Il n'y a pas eu de contact. Je me rappelle qu'une des 2 petites filles avait dit « OK, puis là, maintenant, il faut qu'on se fasse un câlin, tu sais. »
Puis là, mon frère avait fait non, parce qu'à mon âge maintenant, là, il avait pas dit spermatozoïde, là, mais il dit j'ai des petites boules dans mon pénis là, qui peuvent. C'est comme s'il avait pu la mettre enceinte. Ah mon Dieu, c'est ça, ça il sert est à comme, ça. je veux pas un bébé, right? He's like, I don't want a Ouais, baby. c'est ça. Je suis en 2e année. Ça sert à ça, vivre en campagne puis d'avoir des granges. C'est faire des expériences douteuses. Bon, j'ai jamais entendu. Tu as fait des choses comme ça quand tu étais jeune? Like, Pas tant, je me montrer- souviens juste une fois à un sleepover, j'ai parlé du porn avec des amis. Mais c'était vraiment juste ça. Autre que ça... T'avais quel âge? Je pense que j'avais 13 ou 14. Et aussi, on mesurait chacun, un par un, on allait dans la salle de bain et on mesurait nos pénis. Mais je sais que tout le monde mentait parce que tout le monde disait « Hey, j'ai un pénis de 10 pouces, 9 pouces. » Pourquoi on invente, hein? Ouais. Moi, je me rappelle au secondaire, il y a une fille, il y a un ami à moi qui m'avait dit qu'il avait couché avec une fille. Puis qu'elle avait été vraiment très, très cochonne. Puis qu'il y a un autre gars qui était arrivé, puis qu'elle avait commencé à le sucer. Puis là, je faisais tabarnak, j'aurais jamais imaginé ça de cette fille-là, tu sais. Puis ça me surprenait, tu sais. Puis plusieurs années plus tard, le gars était bien sous, puis il m'avait dit c'est pas vrai, c'est même pas vrai. Puis là, j'ai fait. Puis je disais mais on tabarnak, pendant tout ce temps-là, t'as dit à du monde, t'as fait passer cette fille-là pour une cochonne. Yeah. Ce qui n'est pas un défaut d'être cochonne, on a le droit de l'être, mais tu sais, peut-être que la fille, elle, c'est pas ça qu'elle aurait aimé qu'on sache d'elle. Yeah. Et aussi, à Surtout que c'était pas l'école, vrai. quelqu'un qui était libre. You know, un de mes amis, quand j'étais en 8e année, était très libre, mais ses parents venaient de Holland. Alors, c'était comme une très différente culture. Ah, ouais. Tu marches tout nu, il y a des festivals pagan où tu comme baises plusieurs personnes dans une journée, personne juge ça. C'est juste plus de liberté, mais moi, j'étais en Ottawa, alors elle avait un nickname qui était pas, you know, c'est probably tu as ça ici, comme Patricia le pute or something like that, right? But on donnait un nom à cette Ça, c'est fille triste, hein? et c'est tellement comme qui est drôle, c'est dégradant, que- right? Mais elle était comme généreux et joyeux. Like, beaucoup de filles comme moi auraient dû être comme ça, mais on était trop peur, you know? Ben moi, j'ai grandi dans une famille aussi. Ma mère, tu sais, avant de virer religieuse, elle était je peux le dire, je l'ai dit dans un numéro d'humour. Ma mère était obsédée par l'idée qu'on découvre notre sexualité. Moi, ma mère, quand j'avais une petite blonde à 12, 13 ans, là, elle voulait pas que j'aille chez ma blonde, jamais. Elle dit, tu as le droit de dire que tu as une blonde à l'école, là, tu sais. Mais... Ou elle voulait pas que tu ma mère, découvres là. ton sexualité. Oui, ma mère Non. avait dit, mes enfants deviendront pas des pogneux de cul à 15 ans. Ça, je me rappelle de cette phrase-là. Poignée de Des cul. pogneux de cul. Pogneux de cul, qui est une expression pour dire paresseux aussi, là, mais Yeah. ma mère, elle voulait pas dire paresseux. Elle voulait dire Pogné. avoir une vie sexuelle Oh. trop jeune, là, pour elle, là, c'était là, le cauchemar. Mm. Ma mère était assez obsédée par ça. Well, comme beaucoup de parents. Mon père Ah aussi. oui, ben, Well, elle a été élevée de même aussi, là. mais c'est parfait, tu as parlé d'expression parce que on On est veut là-dedans. demander si tu as une expression. Ben, pogner le cul, on a fait une vidéo sur ça Ouais, quand ouais. on était en Abitibi. En Pogner le cette cul, île. pogner le bang, Pogner le assis cul, sur son pogner le steak. bang. Il y a beaucoup de bouffe, là, le bang, le steak, là, tu sais. Oh, j'ai jamais entendu pogner le steak. Non, assis sur son steak, mais se pogner le steak, je pense pas, non. Ah, OK, mais Rester assis sur le son steak. Assis sur son steak. Ça veut dire rester assis à rien faire. Des fois, ça peut être assis comme l'équivalent de s'asseoir sur ses lauriers, là. Oh, yeah. T'es OK. confortable, tu bouges plus, tu restes assis sur ton Yeah. steak. Mais, oui, une expression. Yeah. Oui, je Une que Ben, tu aimes, une, ou moi, tu que je trouvais utilises, très ou drôle. J'imagine que tu as plusieurs. Ben, dans les familles, on a toujours plusieurs expressions. Même ma mère disait ça, mais mes grands-parents aussi disaient ça que, tu sais, mettons, tu rentrais dans la maison, tu laissais la porte ouverte. Ma mère criait, la porte, c'est pas un trou de cul, ça se referme pas tout seul. Ça, c'était une phrase qu'aujourd'hui, je trouve encore vraiment très drôle. Mais c'est drôle Une parce que porte, c'est pas ça un trou de ferme. cul, ça se referme pas tout seul. Mais Qu'est-ce que c'est trou de drôle. cul, that's like saying an asshole doesn't close by itself.
Yeah. C'est une expression Yeah, qui but existe en anglais aussi? Non, Jamais. Non? Mais c'est bizarre comme expression. Parce Ben que oui, qu'est-ce- de dire la porte, faut mais que qui elle se va refermera pas tout fermer seul. ton là. trou de cul? Qui va fermer Non, ton non, ça trou de ferme cul? tout seul. Oh, ça, c'est le ferme. point. Oh, je C'est pensais ça, le qu'elle point de disait ça va pas l'expression. fermer tout seul. La porte va pas Oui, se la refermer porte va tout pas seul. fermer tout seul. Comme Oh, un c'est trou pas de un cul. trou de cul. La porte, là, c'est pas un le trou de cul. ferme Ça tout seul, s'enfermera mais pas pas tout la seul. porte. c'est ça. OK, I got... Je suis Mais un peu épais. mais chez nous- He's mocking me. He's like, Mom, you're an idiot. T'as le droit, c'est pas ta langue maternelle. Mais c'est pas son langue maternelle, mais il pense que je suis un trou de cul. Non, je pense pas Il ça. pense que je suis épais. Hey, c'est toi qui as dit ça, pas moi. Sinon, Moi, j'aime cette expression. Ben, Et la porte ferme. C'est pas un trou de cul, ça ferme pas tout seul. Ouais. I love that. sinon mon grand-père disait ça pour parler de quelqu'un. Au lieu de dire, ah, il a dit d'aller chier, ou il disait, ah, qui aille se décrotter le nez au bout de l'île. Ça, j'aimais ça. Qui aille se dit d'aller se décrotter le nez au bout de l'île. J'ai jamais trop su pourquoi au bout de l'île. Ouais. Pourquoi Va au bout de l'île? elle À va comme Montréal, ça, au right? bout de l'île, de Montréal, je sais pas. Ah, voilà, qui aille se décrotter le nez au bout de l'île. Ça me faisait beaucoup rire. Moi, ou pour dire qu'il mange la merde, mon père, il dit, ah, que liable le crosse. Oh, Que j'ai liable entendu. le crosse. Il y a beaucoup Tu l'as entendu, d'expressions. celle-là? J'ai entendu beaucoup de yob. Mais Ouais. quelqu'un m'a dit yob me suce. Le yob me suce. Comme si rien marche dans ta journée. T'es comme, ah, le yob me suce aujourd'hui. Yeah. Ça, je connaissais pas cette expression-là. Et on Mais il y dit a des- yob, right? Pas job. Yob. Non, yob. Le Y-A-B Mais avec c'est un le ab- diable. ouais. Le Le diable me... diable. What'd you say, le crotte? C'est la même chose, c'est le diable, c'est juste que, mettons, dans le français plus ancien, là, où à l'époque, on parlait un peu moins un français international, mettons. Le yab, c'était le bon yeux, puis le yab. Le bon Ah, yeux. Le bon yeux, le bon et Dieu, c'est le bon yob. yeux. Le bon yeux te regarde, fais attention. Le bon yeux yob et le le bon crosse. yob. Et qu'est-ce que tu as dit, l'expression le yob, what? Que le yab le crosse. Que le crosse. Ouais, que le yab le crosse. Comme il est un jerk. Ah, Ouais, ouais, yeah. qui mange la marde. Quel Genre, chier, c'est l'équivalent, que le mais yob le en- crosse. un peu moins vulgaire. Moins Parce- vulgaire. Mais en même temps, il y a quand même le verbe crosser. Fait que je ne sais pas à quel point. Peut-être que mon grand-père parlait de crosser dans le sens de frauder. Tu sais, quelqu'un qui s'est fait crosser, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Yeah. Quelqu'un qui s'est. Mais moi, je pense qu'il parlait de. Mais pour moi, c'est intéressant que quelqu'un peut être conservateur avec sexe. Hey, attends au mariage, pas avant 16 ans, mais il dit quand t'as 9 ans, oh, le yob va le crosser. Hein? Parce que dans notre langage, on Ouais. n'a pas sexualité du tout. OK. Comme jeune enfant, j'entendais pas des expressions qui étaient comme sexuelles, mais ton enfance, c'était plein de ça, right? C'est drôle parce que oui, il y avait beaucoup d'expressions avec. Il y a plus d'expressions sexuelles, peut-être en Oh, français yeah. qu'en anglais. Mais en français, quand on dit des gros mots, c'est juste des mots religieux. Alors qu'en anglais, c'est fuck. Yeah. C'est pas mal le seul, hein, d'ailleurs. Le mot extrême, le seul mot là, qu'on dit F-word, là, justement, parce qu'on veut pas dire le mot, ou F-bomb, Yeah. tu Yeah. sais, c'est le mot fuck. Ouais. Yeah. Nous, le sexe n'est pas utilisé pour se défouler, pour se sacrer. On va dire fuck. On dit, il n'y a pas d'équivalent en français, tu sais. Mais tu dis crosse. Oui, crosse, mais c'est pas quand je suis en maudit, tu sais. Tu sais, Oh, tu te cognes sur le meuble, là, tu fais ah, C'est ça, fuck, là, tabarnak, tu sais, ça va être, tabarnoun, hey, tabarnak. calice, Oh, ça, yeah, tabarnak. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est compliqué comme comprendre linguistiquement et culturellement les différences. Mais tu as dit, je voulais juste, avant de rentrer dans quelque chose d'autre, ta mère avait dit, pas de sexe avant 16 ans, mais avec ta vache. famille, est-ce qu'elle était OK comme à 16 ans que tu perds ta virginité ou 17 ans? Non, ou elle non, était comme, non. avant mariage? On n'a même c'est pour jamais parlé mariage. de ça. Je me rappelle pas d'avoir déjà eu de l'éducation sexuelle chez moi. Yeah. Je pense que... Ça, c'est notre génération, Laurent. Like, les gens parlaient pas. Non. Ma mère voulait T'apprenais- parler de sexe, mais c'était parce qu'elle était divorcée. T'apprenais Et je pense par qu'elle tes voulait- amis qui avaient appris de leur grand frère ou Yeah. je pense que moi c'est mon grand frère qui m'avait expliqué pourquoi on avait des érections. Yeah. Parce que si ton pénis est mou, comment tu veux qu'il rentre dans le vagin pour faire des bébés? Yeah. Ah, ouais. Ah, c'est logique. Mais tu sais, c'est mon grand frère qui m'a... Moi, ma mère, mon père non plus, d'ailleurs. J'ai jamais entendu parler de sexe
ni de ma mère, ni de mon père. J'étais au primaire en 5-6e année. Je savais même pas c'était quoi du sperme. Yeah. Il y a quelqu'un dans ma classe qui a utilisé ce mot-là, du sperme. Puis j'ai demandé, c'est quoi ça, du sperme? Puis il avait dit, c'est le liquide qui sort quand tu fais... Mais moi, je savais même pas de quoi il parlait quand tu faisais ça. Fait que, tu sais, j'ai fait, ouais, mais ça, c'est quoi, ça? Moi je pensais qu'il shakeait une canne. Qu'il shakeait une bonbonne d'aérosol, là, tu sais. Puis, tu sais, comme c'est ça, du sperme, tu sais. J'avais aucune idée c'était quoi. J'ai eu une éducation sexuelle, là, nulle, tu sais. Mais heureusement, au secondaire, on a eu des cours. C'est drôle parce que j'ai toujours été très ouvert sur ce sujet-là, moi. Bon, maintenant, tu es un père. Comment est-ce que tu as approché sexualité avec tes enfants? Ben, quand les enfants se posent des questions. Moi, mon fils s'est demandé, lui aussi, comment se fait que mon pénis, il est dur des fois? Tout enfant se dit, il n'est pas de même d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est de même? Puis là t'expliques, je suis pas sexologue, mais tu sais, je vois que le meilleur de mes connaissances, tu sais. Puis je pense que les enfants apprennent assez vite. Là, j'ai expliqué comment on faisait les bébés, là, tu sais. Puis lui, il a fait un peu... c'est un peu dégueu. J'ai fait, ben c'est correct, si tu trouves ça dégueu, là, tu sais, t'as 8 ans, là, fait que... Yeah. Ou 7 ans, il était tout petit, là, tu sais. Fait que j'ai dit, non, c'est correct, t'as le droit de trouver ça dégueu, mais je te promets que tu vas changer d'idée à un moment donné. Puis à un moment donné, c'est ça qui était très drôle, c'est qu'il a vraiment fait, à un moment donné, il me regardait, puis ma blonde, puis il dit, ça veut dire que vous l'avez faite? Puis là, on a fait, ben oui, pour t'avoir, il a fallu qu'on le fasse. Puis c'est là qu'il a dit, c'est un peu dégueu. Mais j'ai jamais été gêné de parler de ça, le sexe. Je sais pas pourquoi. C'était hyper tabou chez nous. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de digérer mon petit pain aux bananes. Puis... c'est weird comment, des fois, les gens reproduisent l'éducation qu'ils ont reçue, puis il y en a que c'est complètement le contraire. Moi, je pense que ça a été complètement le contraire. Mais moi aussi, complètement le contraire. Et je pense qu'on fait ça parce que si tu regardes pas... Moi, je regarde pas à mon enfance et dis « Oh, wow, j'étais tellement en bonne santé sexuellement. » Non, je regarde et je dis « Mes parents auraient dû faire quelque chose différemment que ce que moi j'ai fait. » Mais alors, on a décidé, on va faire quelque chose de différent. Yeah. Et aussi, j'étais avec un gynécologue et leur job, c'est santé sexuelle. C'est positif. Alors, j'étais influencée aussi. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont élever les enfants exactement de la même façon et l'opposé aussi. Yeah. Tu sais, je prétends pas avoir toutes les réponses, mais des fois, je le dis. Si j'ai pas la réponse, je te jure, je vais la chercher puis je vais... Tu sais, ma fille a commencé des règles assez jeune, puis j'y avais dit... Probablement que tu vas préférer parler de ça avec maman. Mais si jamais tu as des questions, tu peux me les poser sans que tu sois à l'aise. Mais si jamais j'ai pas la réponse, ben je vais la chercher, je vais la trouver, puis je vais te la donner après la réponse. T'sais. Fait que je voulais qu'elle soit bien à l'aise avec ça. T'sais. Mais je veux pas non plus leur... Tu sais, tu veux pas insister. Yeah. Tu veux pas dire, bon, là, les enfants, on s'assoit et on parle de sexualité. Toi, comment tu vois ça, la sexualité? Il y a des blagues sur ça, birds and the bees, right? Let's talk about the birds and the bees. C'est une balance, vraiment, de pas gêner tes enfants. Mais je pense que l'idée, c'est que le jour où le sujet se présente, c'est de jamais réagir comme si c'était un big deal, tu sais. Tu sais, c'est... Moi, quand mon fils m'a demandé comment ça se fait que il y avait une érection, comme pourquoi son pénis était dur, tu sais, des fois le matin. Ou... Tu sais, si j'avais fait une réaction dans le genre de « tabarouette, boy, t'es question à matin, toi, Seigneur, demande à ta mère. » Puis, tu sais, là, il aurait fait « OK, il y a de quoi de gênant là-dedans, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Ouais. » Tu sais, fait ce que j'ai fait, j'ai juste fait « Bon, ça, c'est normal, faites-en pas. » Ça arrive à tous les garçons. Puis c'est parce que à un moment donné, quand tu vas être plus vieux, ben tu vas peut-être faire des bébés, puis il faut que le pénis soit dur pour blablabla. Puis là, j'expliquais tout ça. Mais je sais pas à quel point j'ai bien expliqué. Je dis, mais au moins, j'ai pas fait de cas de ça. Tu sais, j'ai pas fait... Tu sais, c'était pas un big deal. T'essayes de pas avoir l'air surpris. Jamais. Moi, c'est un truc que j'ai découvert dans ma vie, c'est essayer de jamais avoir l'air surpris.
Comme on, ça. on est un peu comme des policiers. Ouais. You know, je me souviens, une fois, je savais que son frère avait de l'alcool dans son sac. Et là, je l'apportais à une fête. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Il disait, rien. And I was like, open it up. Et j'ai pris son alcool. Il a parti. Et je voulais qu'il pourrait l'apporter, mais je savais comme bonne mère, il doit travailler pour son alcool. Il peut pas voler de l'alcool de nous. Et je peux pas ouais, juste je comprends. accepter ça. Alors, j'étais comme juste hand it over, you know? Même Mon si fils, moi, il je aime pas faisais des l'alcool, choses qui moi. étaient... Non? Il aime pas l'alcool, il aime pas le café. Il a quel âge? Il boit même pas de boisson gazeuse. Il a 19 ans. Oh, wow. Les messages. Ouais, mais il aime pas ça. Des fois, puis des fois, je voudrais qu'il aime ça. Tu sais, mettons, je bois un vin, là, puis je fais... Ah, il est doux, il sent bon. Le gars, sent-le au moins, là, puis il fait... Ouais, ça sent bon. Tu veux-tu y goûter? Hein? Non, ça va. Non, mais goûte-y, juste une petite affaire. Là. Ah! Mm. Oh, comme Dante, il est trop sage. Ouais, puis là, je dis, puis... C'est correct. Moi, je trippe pas. Mais tu sais, c'est comme la drogue, tu sais, je voudrais pas qu'il pense qu'il y a quelque chose à cacher chez nous. Je voudrais qu'il me le dise, tu sais, comme ça. Puis là, même ma fille, ma fille est plus... elle est moins gênée, elle est plus game. Elle va boire de l'alcool. Elle, là, à 16 ans, je vais la ramasser avec ses amis en party, là, tu sais. Elle est plus olé, mettons, ma fille. Fait que des fois, mettons, je buvais je me rappelle plus c'était quoi que je buvais, puis elle était curieuse. Je dis, ben, goûte-y. Je donne mon verre, puis je prends juste une petite gorgée, comme ça, si t'aimes pas ça, tu sais. En fait, c'est bon. Tu sais, puis c'est resté là, tu sais. Mais je me dis, si je l'habitue, si j'en fais pas justement un big deal de l'alcool, parce que c'est ça, les enfants qui boivent puis qui se saoulent comme des épais, c'est parce que chez eux, ils n'avaient pas le droit de boire, puis c'est interdit, puis là, ils sont heureux parce que là, hey, j'ai de l'alcool, puis ils se saoulent, puis tu sais, le jour où t'expliques à ton enfant, ben là, après 2-3 verres, là, ça se peut que tu sois étourdi, puis que tu aies moins de plaisir un peu, puis peut-être... Fait que moi, je bois pas beaucoup, fait que c'est pas trop compliqué, mais je bois souvent. Puis je bois pas beaucoup, mais souvent. Puis je bois du scotch, je bois du vin, je bois de la bière, je bois du gin. J'aime tout, moi. C'est pas compliqué. Quand c'est bon, là. Peu importe ce que c'est. Et j'adore que ton fils veut pas boire. Ça me fait rire. It's revenge. On a des questions rapides Oui, qui yes. sont juste oui ou non. Forêt ou plage? Plage. Pain brun ou pain blanc? Brun. Or ou argent? Or. Tôt ou en retard? Tôt. Réglisse noire ou réglisse rouge? Réglisse, aucun des deux. J'aime pas la réglisse. Non? Chocolat. Ouais, je dirais chocolat, mais j'aime la réglisse quand c'est de la vraie réglisse. La réglisse rouge, c'est pas de la réglisse. Fait que je vais dire noir. Matin ou soir? Je suis un gars de soir. Planifieur ou spontané? Les deux. À peu près 50-50. Cappuccino ou latte? Latte. Pomme ou orange? Orange. Chien ou chat? Chien. Ville ou campagne? Banlieue. Et ça, c'est une question qui est vraiment touchy parce Oui, que on est clairement on n'est pas le même. Vous êtes opposés là-dessus? Opposés. OK. Alors, quand tu fais la vaisselle et tu as la savon à côté de la baignoire? Lavabo. La lavabo. Est-ce que tu laisses la bouchon ouvert ou fermé quand tu es fini? En ce moment, j'ai une pompe avec un œil magique, fait que je mets ma brosse en dessous, le savon coule, puis là, je peux nettoyer. Oh, Mais nice. si Mais t'avais avant. Ouais, je pense que je serais le genre à le laisser ouvert, moi. There you go. Yeah, mais lui, il ferme. Et il est fâché avec moi. Quand je vais chez lui, je le laisse ouvert. Pas fâché. Non, pas fâché, mais vraiment, c'est tellement efficace de juste laisser ouvert, right? Oui, c'est... moi, je sais que je le laisse ouvert, mais je pense que c'est mieux de le refermer. C'est parce que j'oublie, moi, ou tu sais, c'est un geste automatique, j'y pense pas. Par ça, tu prends ta bouteille, puis si elle est un peu pleine, là, ça sort, puis là, tu fais « Oh, shit! » Jamais, Exact. jamais. Exact. Baby Lala. Dante, tu avais une question pour Laurent? Oui, je me demandais c'était quoi ta plus grande obstacle dans ta vie à date? Mon plus grand obstacle, c'est moi.
c'est mon manque de confiance en moi. Moi, je considère que ma carrière aurait pu décoller beaucoup plus rapidement. Mes affaires auraient pu être beaucoup mieux, plus vite, si j'avais eu confiance en moi, en général. Fait que, tu sais, mettons, même en humour, quand j'étais plus jeune, je voulais faire... Mais mes affaires vont bien, là, tu sais, mais même ma carrière a quand même décollé correct, là, tu sais, je voyais des humoristes qui avaient plus de misère que moi, là, mais moi, je sais que j'ai jamais débordé de confiance en moi. Chez nous, puis là, je veux pas revenir sur ma mère, pauvre maman, elle va penser que je veux y régler son compte aujourd'hui, mais ma mère elle a été élevée comme ça aussi. Chez nous, du côté de ma mère particulièrement, les gens s'insultaient beaucoup. Mon grand-père élevait ses enfants en les traitant d'imbéciles, puis de gnochons, puis d'épais, puis de niaiseuses, puis tu sais... Fait que nous autres, moi, j'étais élevé de même aussi, là, tu sais. Moi, ma mère, quand on faisait une erreur, là, on se faisait crier des noms. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que je suis arrivé dans le monde adulte avec l'impression d'être jamais à ma place. J'avais le syndrome de l'imposteur. Quand on me demandait de jouer comme acteur, mettons, là, je me disais, hey, j'avais pas confiance parce que je me disais, je suis même pas un vrai acteur, là, tu sais, je suis un humoriste. Là, les gens vont s'apercevoir que je suis pas un vrai acteur, puis là, je vais avoir l'air fou, puis j'avais toujours peur un peu de déranger, de déplaire, Fait que j'écrivais de l'humour, mais moi, je voulais pas être trop edgy, je voulais pas faire de peine à personne, je voulais que tout le monde m'aime. Puis un jour, j'ai fait « Hey, fuck off! Tout le monde m'aimera jamais, là. Ça arrivera jamais que tout le monde m'aime. Pourquoi on essaie d'être aimé de tout le monde? Ça arrive jamais. Il y a personne que tout le monde aime. Les personnes les plus fines qui existent au monde, il y a quelqu'un quelque part qui l'aime pas. Pareil, tu sais, fait que c'est ça. Ça a été une grosse prise de conscience, mais je trouve qu'elle est arrivée tard, cette prise de conscience-là. Puis là, maintenant que je l'ai pris, j'ai pris conscience, là. Je suis beaucoup mieux dans mon métier. Je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus confiant aussi. À cette heure, je sais ce que je vaux sur scène, tu sais. Je suis capable de dire que mon show il est bon, puis qu'il marche fort, puis que si on me demande de faire quelque chose, je sais que je peux être bon pour le faire. Et comment est-ce que tu as fait le switch? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a Est-ce que tu plein as de- fait quelque chose différemment dans ta vie pour faire que tu as plus de confiance? Il y a plein des fois, c'est des petits éléments. Une conversation avec André Sauvé, à un moment donné. Je jasais avec André Sauvé, puis je racontais que quand que j'ai commencé, surtout, là, mais encore là, que, tu sais, j'ai toujours pris des décisions pour plaire au monde, pour pas déranger. Puis il m'avait dit, faut que tu fasses un number avec ça. J'ai fait, ouais, tu penses? Il dit, ben oui, c'est du stock à number, ça, là, tu sais. J'ai fait, ouais, OK. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à ça. Puis j'étais tombé sur une entrevue avec George Carlin qui expliquait que lui, quand il était jeune, il voulait être un humoriste comme Danny Kaye. Il voulait son idole, je pense que c'était Danny Kaye, me semble, qui est un humoriste que tout le monde aime. C'est un humoriste grand public. Puis lui, il disait, moi, je veux être un humoriste grand public, comme mon idole. T'sais. Puis à un moment donné, il a fait, hey, c'est pas moi, ça. Il dit, moi, je suis pas Danny Kaye. Il dit, moi, puis il racontait, il dit, moi, je me suis fait mettre dehors de toutes les écoles où j'allais. J'étais dans un groupe, je me faisais mettre dehors du groupe. Tu sais, j'étais un rebelle, j'étais un délinquant. Il dit, pourquoi mon humour, pourquoi je voulais plaire à tout le monde, tu sais. Fait qu'il a décidé de changer, puis il est devenu un peu plus trash après George Carlin, tu sais. Puis moi, je me vois pas comme George Carlin, tu sais. J'ai jamais été un délinquant, mais tu sais, je me disais, lui, il a décidé qu'il voulait être lui-même. Fait que j'ai fait, Chris, moi aussi, je vais être moi-même à cette heure. Tu sais, je sacre un peu plus qu'avant, parce que dans la vie, je sacre. Puis quand quelqu'un me dit, vous sacrez trop, ben je me dis, peut-être que mon humour, c'est pas pour vous non plus. Vous êtes pas obligé de m'aimer puis de venir me voir, mais moi, je vais faire ce que j'aime. Je vais dire ce que je veux dire. Puis si tu m'aimes pas, tant pis. C'est pas grave. Ça arrive. Tu sais, j'avais fait un numéro hommage à Jean-Marc Parent, tu sais. Puis c'est un super bon numéro, puis un beau numéro, tu sais. Mais là-dedans, j'envoyais chier Jean-Marc Parent, tu sais. Puis je sacrais beaucoup. Puis là, une madame m'avait écrit, j'ai été très déçu, vous avez beaucoup sacré. Puis là, je me disais, puis là, elle me dit, je vous aimais parce que vous n'étiez pas vulgaire. Puis là, je me disais, quelqu'un qui me dit qu'il m'aime parce que je suis pas vulgaire, me semble que c'est pas une bonne raison pour aimer quelqu'un, ça. Tu m'aimes pour quelque chose que je suis pas.
Moi, je préfère que tu m'aimes parce que tu me trouves drôle, puis que je... Tu sais... Fait que j'ai fait, non, ça me tente plus de plaire à cette madame-là, mettons. Je vais, tu sais... Fait que c'est plein de petits éléments de ma vie qui ont fait que j'ai commencé à plus vouloir plaire à tout le monde. Puis l'expérience fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à me trouver bon. Puis à me dire, non, je suis à ma place. Mon show, il est bon. Mon show, je suis très fier de mon show. Puis je suis pas gêné de le dire. Avant, j'aurais pas dit ça dans une entrevue. Ah oui, mon show, il est bon. Mon gérant me disait, vends ton show, dis-le que ton show, il est bon. Puis là, je dis, mais c'est gênant de dire ça, là, de soi-même. Tu sais, je vais le dire de quelqu'un d'autre, mais je dirais pas, moi, mon show, il est bon. Puis là aujourd'hui, je fais, ouais, je pense que mon show, je suis pas gêné de dire, c'est mon meilleur show. Ton show est fucking bon. Merci. Et Dante l'a vu aussi, right? Et tu m'avais dit ça. C'est juste Oui, je suis incroyable. content de ce show-là. Incroyable. Je l'aime beaucoup. Je le roule encore un petit bout, là, puis j'en suis très fier. Yeah. Puis je suis capable de le dire maintenant. Tu vois? Great. On évolue. Hello. On est presque à la fin. On aime toujours donner nos invités une opportunité de nous demander une question, demander Dante ou moi ou nous deux. On a abordé un peu déjà ça, le thème. Moi, c'est au niveau de la sexualité. Tu sais, je me dis, tu fais un humour où tu parles beaucoup de ça. Tu parles que ton ex était gynécologue, mais le sexe dans les discussions parents-enfants, c'était-tu quelque chose open, à l'aise? Est-ce que Dante t'a déjà demandé comment on fait les bébés? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Comment ça s'est passé? on t'imagine très, très olé, très rock'n'roll. On va avoir différentes opinions, mais je sais que mon opinion, c'était qu'on avait une ouverture. Parce que papa, je me souviens, tu avais demandé des questions sur sexe et papa a dit, on va aller à la bibliothèque. On va chercher des livres pour ton âge, pour la sexualité, pour décrire ça. On va mettre ça sur la table. Et on va juste laisser les enfants découvrir ça. Je me souviens, tu regardais ça pour comme une semaine et après, finalement, tu étais comme, OK, dégueulasse, on veut pas ces livres. Mais il y avait un point, je pense que c'était à l'université, et tu m'as dit quelque chose et j'étais comme, oh my God, j'ai pas besoin de savoir ça. TMI. Et je pense que j'avais dit, dis ça à ton père, mais c'est pas l'information que moi je veux. Je vais pas dire qu'est-ce que c'était, mais peut-être tu saches. J'ai oublié, mais je ne veux pas savoir. Mais c'était, il y avait un temps où on a une ouverture, mais des fois c'était trop. Mais je suis heureuse qu'on a cette ouverture. Et on a même parlé de ça, qu'en ce moment, je suis célibataire. Alors, je ne parle pas de toutes les choses que je vis en ce moment parce que c'est comme trop d'informations pour Dante. Mais généralement, on a eu toujours une ouverture. Oui, on avait toujours vraiment une bonne ouverture. Vous me laissez comme découvrir mes affaires, mais aussi comme pas trop pousser, comme tu as dit, de comme pas forcer les enfants de parler de la sexe ou de parler de tout ça, de comme juste dire je suis ici si tu as besoin de moi, mais aussi de me laisser comme l'espace de faire ça. Mais oui, on dirait que quand j'étais un adolescent, j'étais peut-être un peu peut-être un peu trop ouvert avec toi et mon père, mais je pense pas qu'il y a trop d'ouverture. Non, et c'est drôle parce peut que... être trop ouvert, je sais pas. Je pense que les parents peuvent être trop ouverts avec les enfants. Je pense pas que les enfants peuvent être trop ouverts avec les parents. Well, moi, j'ai rencontré... Ouais, t'as raison, je suis d'accord. Yeah. Ouais. Like, je connaissais quelqu'un qui fumait le pot avec son enfant de 16-17 ans et on savait c'était pas bon. Que c'était comme... Tu te souviens, nos voisins qui faisaient la fête, son père était sur mushrooms, les polices sont venus parce que quelqu'un a presque eu un overdose. Like ça, c'était trop. Mais c'est avec chaque enfant, c'est différent. Comme son frère, je pense que parce qu'il ne sache pas la vie sans toi, c'était toi qui donnais toute son information. Mais il partageait avec toi, mais toi, tu partageais avec moi. Oui. You know, c'est comme quand tu as 2 chiens, apparemment, ils deviennent bons amis, mais quand tu as un chien, il devient ami avec toi. Alors, pour les premières 2 ans de ta vie, tu avais quand juste... j'étais plus jeune, j'avais aussi pas beaucoup d'amis. Alors, comme mes amis étaient un peu comme mon frère, mais aussi comme... Je pense que si j'avais un plus grand cercle d'amis, et d'amis gars, ou juste amis en général, je parlerais peut-être avec eux à propos de ces affaires, mais j'avais pas beaucoup de monde que je faisais confiance avec, autre que toi, mon père et mon frère. Alors, d'une façon, vous devenez un peu mes amis. Je pense que les hommes ont besoin d'un pack, you know, comme les femmes aussi, pour partager dans ton adolescence. Et si tu n'as pas ça, peut-être tu vas plus chez tes parents. Et s'ils sont ouverts, c'est plus facile. J'ai l'impression que il y a comme le vrai défi, c'est pas de parler beaucoup de ça ou de... C'est
c'est de créer un climat assez ouvert pour que ton enfant, s'il y a des questions, il ne sera pas gêné. Exact. Fait que moi, mes enfants, je les bombarde pas d'informations sur la vie sexuelle. Tu sais, ma fille, probablement, ferait « Ah! » Elle se boucherait les oreilles. Mais je veux juste... Puis on n'y arrive jamais complètement. Nos enfants nous cachent quand même des choses, là, même si on voudrait être ouvert. Mais le défi, c'est ça. C'est d'élever mes enfants pour qu'ils soient jamais gênés de me dire quelque chose, tu sais, de personnel, que si ma fille, un jour, a une maladie, tu sais, c'est niaiseux, même une MTS un jour, tu sais, je dis... Il faut pas que tu sois gêné de ça, parce que si tu es gêné de tout ça, puis que tu n'en parles pas, puis que tu le caches, ben ça va juste empirer. Fait qu'il faut que tu aies la confiance, tu sais. Il faut que l'enfant ait confiance dans ses parents, tu sais. Mm-hmm. Well, Laurent, on est à la fin du podcast. Mais si les gens veulent venir voir ton show, ou je sais que tu même cet été, Écoute, ça va sortir en septembre. J'en ai encore pour presque... ouais, mais j'en ai jusqu'en janvier prochain des shows. OK. La tournée Crocodile Distrait. Tous les détails au laurentpaquin.com si jamais ça vous intéresse. C'est pas mal ça. Sinon, là, j'ai tellement de projets en même temps. Là, j'anime un gala cet été. Je fais encore le dîner de con pour un bout. On a des représentations jusqu'en 2027. Nice. Fait que... Et tu es active sur TikTok, Instagram, partout, pas assez right? actif encore à mon goût, là, mais ouais. Je suis de la génération, moi, qui est née sans TikTok. Hein, fait que j'ai appris la vie sans TikTok, moi. Fait que... C'est dur de rentrer ça dans mes habitudes, mais j'essaye. Et Dante, tu as plusieurs chansons partout sur Spotify et des autres. Est-ce que tu veux... As-tu un nom d'artiste ou c'est ton nom, Dante? C'est juste la même, parce que je voulais comme... Qui je suis sur scène, c'est exactement la même qui je suis dans la vie. Okay. Alors je me suis dit, la nom la plus authentique, c'est juste mon nom. Et aussi, j'ai un nom assez unique que je trouve que ça marche comme nom d'artiste. Si j'étais nommé comme... George. Yeah. Je pense que ça marcherait moins, mais... Mais c'est juste ton nom Dante, pas ton nom de famille. C'est juste Dante, accent aigu. Okay. Ou sur Instagram, live_from_the_inferno. J'ai 32 chansons, j'ai un album qui sort en juillet, j'ai un EP avec un producer australien qui sort en octobre, un autre album qui sort dans 2026. Aussi, on est un très nouveau podcast. Si tu as aimé ce podcast, partagez avec tes amis, ta famille, ta mère, anybody. On est sur Patreon. Si tu as des questions pour Dante ou moi ou nous deux, on est sans honte. Alors, demande nos questions, mets ça dans les commentaires ou écrivez crowningmonkey@yahoo.ca. Crowningmonkey@yahoo.ca. C'est toi, ça? Yeah, ça c'est. Crowning, parce que obstétricien, gynécologue, et je faisais des dessins avec des crowns. OK. Et moi, je suis en rodage aussi. Tous mes billets sont à racheleli.com. Je suis sur Instagram, sur TikTok, Facebook, all of it, even if we hate it. Mais c'était un vrai plaisir de t'avoir sur notre podcast. Merci encore, de l'invitation. Laurent. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt.